Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. La réunion des ministres des Affaires étrangères du comité des 10 de l'Union africaine s'est tenue ce lundi dans la capitale kenyane, Nairobi. Cette réunion avait pour objectif d'étudier la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les autorités ivoiriennes intensifient la sensibilisation auprès des populations pour contenir l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. Pour l'instant, aucun cas n'a été recensé dans le pays. Elle se positionne de plus en plus comme des facteurs de croissance pour le continent africain. Il s'agit des PME, des petites et moyennes entreprises. Pourtant, malgré leur potentiel, elles peinent à trouver des financements. Mais tout d'abord, il s'agit du plus grave incident jamais survenu au Parlement sud-africain depuis 20 ans. Des heurts ont en effet éclaté après un débat houleux sur le financement de la résidence privée du chef de l'État Jacob Zuma. Un membre de l'opposition a essayé de prendre la parole, ce que lui a refusé la présidente de l'Assemblée. Un refus qui a déclenché la colère de l'opposition. Des bagarres entre députés de la majorité et de l'opposition ont d'ailleurs failli éclater. Pour tenter de trouver une solution à cette crise politique, une rencontre est prévue ce mardi 18 novembre entre le vice-président Cyril Ramaphosa et des membres de l'opposition politique. Les ministres des Affaires étrangères du comité des 10 de l'Union africaine se sont entretenus sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU ce lundi. Et pour cause, aucun pays africain ne dispose d'un siège permanent à ce Conseil, un manque de représentativité auquel le comité des 10 entend mettre fin. Aminata Diak. Les ministres des Affaires étrangères du comité des 10 de l'Union africaine se sont réunis ce lundi 17 novembre 2014 à Nairobi, au Kenya, pour discuter de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit pour les chefs de la diplomatie de l'organisation panafricaine d'étudier les initiatives africaines sur le changement en profondeur du mode de fonctionnement de l'organisation internationale. L'Afrique se pose aujourd'hui comme un allié incontournable sur lequel les Nations Unies devraient compter. Un siège permanent permettrait d'assurer une meilleure représentation au sein de l'institution. La réunion du comité des 10 donc de l'Union africaine qui planche sur l'évolution nécessaire des systèmes des Nations Unies est plus que d'actualité. Il est aujourd'hui plus que temps que l'évolution des Nations Unies corresponde à son époque. Elle est le résultat de 1945 et des équilibres donc géographiques, géostratégiques, géopolitiques, mais aussi d'équilibres économiques et militaires de cette époque-là. Il ne correspond bien entendu plus du tout aux réalités d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est multipolaire, multidimensionné, différemment fait. L'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et bien entendu donc l'Afrique de façon générale a bien entendu sa place. Pour l'Union africaine, la réforme du Conseil de sécurité devrait également passer par l'engagement d'un dialogue sur la catégorie des membres composant le Conseil de sécurité, la question du veto attribué aux 5 membres permanents, la représentation régionale et l'élargissement de l'organe. Si les Nations Unies ne se restructurent pas, ils seront dépassés et le système des Nations Unies qui ne correspond déjà de moins en moins aux équilibres aujourd'hui sera complètement dépassé. Et donc, il est normal que le continent africain ait sa place et sa place pleine et entière. En tout état de cause, aucune évolution possible de demain ne pourra se faire en prenant en compte la force donc qu'est le continent africain aujourd'hui, avec bien entendu 1 ou 2 sièges de membres permanents du Conseil de sécurité. L'Afrique constitue le principal théâtre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Pour certains diplomates africains, cette raison pourrait suffire pour justifier une présence africaine au sein du Conseil de sécurité. Une place de membre permanent permettrait au continent d'avoir un regard africain sur les problèmes africains et d'y apporter des solutions africaines. La Cour pénale internationale a annoncé ce lundi que le procès de Laurent Gbagbo débuterait le 7 juillet. Dans un premier temps, la Cour de La Haye avait douté de la solidité du dossier dressé par l'accusation contre l'ancien président ivoirien. Elle a finalement retenu 4 charges de crimes contre l'humanité, chef d'accusation pour lesquels l'ex-chef d'État sera donc jugé à partir du 7 juillet 2015. Dès le mois de septembre de cette année, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait identifié le Mali et la Côte d'Ivoire comme les pays les plus à risque d'être touchés par l'épidémie qui sévit actuellement en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Au Mali, quelques cas ont été recensés. En Côte d'Ivoire, l'épidémie n'a toujours pas fait son apparition, mais les autorités sont sur leur garde et intensifient la sensibilisation auprès des habitants. Hanan Faro. En Côte d'Ivoire, les autorités sont sur leur garde pour éviter l'apparition du virus Ebola.
Nous sommes à tous les bleus, à seulement quelques kilomètres du Libéria qui compte le plus grand nombre de victimes d'Ebola. Côté ivoirien, la sensibilisation des habitants s'est intensifiée ces derniers mois. Dès septembre, l'Organisation mondiale de la santé avait identifié la Côte d'Ivoire comme l'un des pays les plus à risque d'être touchés par l'épidémie. C'est difficile, mais on est habitué maintenant. On est habitué. C'est plus difficile. Mais premièrement, là, c'était difficile. Mais maintenant, ça va. Ça va, on est habitué. On ne se salue pas. Bonjour, bonjour, madame, c'est tout. En Côte d'Ivoire, la prévention des communautés contre la fièvre hémorragique s'étend jusqu'à la ville de Man. En alerte permanente, les autorités ivoiriennes ont mis en place des unités d'isolement dans les centres de santé. À Abidjan, ce dispensaire peut accueillir 18 patients. Tout est en place, le dispositif matériel est en place, le personnel est en place. Il y a un personnel de réserve qui aimerait eux-mêmes travailler, mais on leur a dit d'attendre parce qu'il n'y a pas encore de cas, je pense que c'est pour cela. La frontière entre le Libéria et la Côte d'Ivoire est officiellement fermée depuis le mois d'août, mais la forêt tropicale entre les deux pays est poreuse. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, la fièvre hémorragique a fait au moins 5177 victimes dans 8 pays, principalement en Afrique. Il est aujourd'hui unanimement admis que les PME sont les moteurs de la croissance sur le continent africain. Les petites et moyennes entreprises représentent à elles seules plus de 90% du tissu économique. Pourtant, les banques sont peu enclines à leur accorder des crédits, un frein majeur à leur développement. Aujourd'hui, des solutions innovantes sont donc proposées à ces PME africaines pour leur faciliter l'accès au crédit. Djibril Fofana, notre correspondant au Sénégal, nous dit lesquelles. Voyez son reportage. La majorité des petites et moyennes entreprises sur le continent ne parviennent pas à mobiliser les investissements pour leur croissance. La faute à une asymétrie d'information entre les entrepreneurs et les investisseurs. Pour y remédier, de nombreuses solutions existent aujourd'hui pour les PME africaines. Parmi celles-ci, la notation financière qui permet aux pourvoyeurs de capitaux d'avoir des informations fiables sur les entreprises à la recherche de financement. Désormais, vous avez ces instruments-là qui existent. C'est notamment la notation financière qui va permettre aujourd'hui aux investisseurs d'avoir une vraie visibilité sur la qualité de crédit de ces PME et permettre à ces PME justement de se mettre en valeur en établissant leur qualité de crédit, ce qui permettra d'avoir un vrai dialogue de discussion. Parce qu'en réalité, c'est en fonction de cette qualité de crédit que les conditions d'investissement, les conditions de prêt vont se mettre en place. Donc il y aura une vraie discussion après que ces structures-là aient établi leur qualité de crédit. Aujourd'hui, pour accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur recherche de capitaux, les structures de microcrédit se sont développées. Elles se présentent comme des alternatives aux structures bancaires classiques. Leurs offres sont modulables et elles se singularisent par leur proximité avec les PME. Comment résoudre le problème? Il faut comprendre la PME. Je pense que pour financer une PME, il faut forcément comprendre l'activité que fait la PME, savoir qui est gestionnaire de cette PME-là et seulement après pouvoir financer les PME. Nous étudions vraiment les besoins de cette PME et en fonction de ces besoins, nous allons lui faire une offre spécifique et ensuite un accompagnement de manière à s'assurer que l'investissement qui est fait demain sera rentable. Pour les promoteurs des PME, la profusion des structures de crédit ne suffira pas à régler la problématique de l'accès au financement. Banques commerciales, banques de développement et structures de microfinance doivent aller plus loin et baisser les taux d'intérêt qui restent prohibitifs pour la majorité des petites et moyennes entreprises. Il a été initié en 2012 et est aujourd'hui l'un des événements culturels majeurs de la ville de Malabo, en Guinée équatoriale. Il s'agit de l'éco-carnaval. La 3e édition a eu lieu ces samedi et dimanche, organisée conjointement par l'Institut culturel français de Malabo, la mairie et d'autres entreprises. Cet éco-carnaval vise à sensibiliser les populations au respect de l'environnement. Reportage de notre correspondante Asuncion Chamayen. La protection de l'environnement est un préalable pour protéger la nature et l'écosystème. C'est dans ce sens que l'Institut français de Malabo, en partenariat avec d'autres organisations, célèbre chaque année l'éco-carnaval. 2014 ayant été décrétée Année internationale de l'agriculture familiale par les Nations Unies, cette édition de l'éco-carnaval avait pour thème « Cultivons notre jardin ». À cette occasion, les acteurs de cet événement culturel ont sensibilisé et informé à la population équato-guinéenne sur l'importance comment doivent protéger l'environnement. Tout le travail dans les écoles pour les sensibiliser est très important.
Et donc c'est à ce moment-là, lors des ateliers, que nous on arrive à faire véhiculer notre message écologique, c'est-à-dire respectons notre planète. Plus de 500 personnes de différentes origines sociales ont participé ce week-end à cette fête pour animer ce grand défilé de l'éco-carnaval depuis le quartier Semo jusqu'à la place de Waiso, dans un même mouvement de rythme traditionnel équato-guinéen. C'est moi qui organise plus ou moins le mouvement scénique sur le terrain. Je montre la forme d'où doivent danser les géants que vous avez en face de vous. C'est moi qui me charge de tout ce travail pour lui donner la forme et du sens. C'est moi qui ai créé tous les accessoires que vous avez vus. Des masques, des chapeaux et les vêtements que porte la reine de l'éco-carnaval. Tous les accessoires ont été fabriqués avec des matériaux recyclés, papier, carton et boîtes. Le projet de l'éco-carnaval impulsé en 2012 sous la forme d'un concours de ramassage de déchets est devenu l'un des événements culturels majeurs de la ville de Malabo. À travers de sa programmation artistique et ses ateliers, l'éco-carnaval est un festival participatif qui invite petits et grands à une réflexion sur des questions éco-citoyennes. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.